L'élection d'Emmanuel Macron a fait l'actualité. Fera-t-elle aussi l'histoire avec un grand H? Autrement dit, le grand chamboule-tout politique du moment annonce-t-il une vraie recomposition? Ou viendra-t-il servir la fameuse phrase « il fallait que tout change pour que rien ne change ». Alors pour répondre à ce type de questions qui exigent un peu de hauteur, deux philosophes de renom ce soir qui n'ont d'ailleurs jamais débattu ensemble face à face sur un plateau. Alain Finkielkraut, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Michel Onfray, bonsoir. Merci aussi d'avoir accepté cette invitation. Vos derniers ouvrages respectifs, vos derniers essais, les voici. La seule exactitude chez Stock pour vous, Alain Finkielkraut, et puis Décadence pour vous, Michel Onfray, ou l'histoire d'un vieux monde qui disparaît. On est dans ces deux ouvrages, j'allais dire, au cœur du sujet de ce soir. Alors ce soir, le principe est simple, on s'appuie à la fois sur une image d'actualité et vous nous dites si vous considérez que c'est uniquement de l'écume des jours, j'allais dire, de l'actualité, ou si cela pourrait rentrer dans l'histoire et s'il y a un propos philosophique à avoir derrière. On va commencer par ce qu'on va appeler le style Macron. En 15 jours, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a déjà imprimé sa marque, le nouveau président. Deux images symboliques pour commencer. La première qui en disait long sur sa façon de concevoir la fonction, cette marche lente au Louvre pour arriver jusqu'à l'estrade de la victoire. On est 1 heure à peine ou presque après la proclamation des résultats. Louvre, symbole de culture, de rayonnement international de la France, mais aussi de sa puissance monarchique, on va peut-être en parler. Et puis l'autre image, qui aura aussi été d'ailleurs très commentée, c'est cette remontée des Champs-Élysées pour son investiture avec le choix de ce commande-quart de l'armée. C'est en chef des armées qu'il a voulu débuter cette cérémonie. Cette présidence qu'il avait lui-même théorisée comme jupitérienne, elle vous inspire quoi, messieurs? Allez, on commence avec vous, Alain Finkielkraut. Emmanuel Macron construit son image. C'est ce que font tous les responsables politiques et a fortiori tous les chefs d'État à l'âge de la communication. Mais j'ai presque envie de vous retourner la question. Nous appartient-il à nous de commenter cette image ou de rappeler que la politique, ce n'est pas l'art de fabriquer des images, c'est une action dans et sur le monde. Cependant, je ne me déroberai pas. Emmanuel Macron a voulu tirer les leçons du premier tour de l'élection présidentielle, de son entrée en scène fracassante et catastrophique en musique avec sa femme, pour le discours. Il a voulu être plus solennel, plus vertical aussi, une présidence jupitérienne, avez-vous dit, de la verticalité pour justement remédier à la trivialité des deux quinquennats précédents. Pourquoi pas? Oui, mais quand vous parlez d'inscription dans l'histoire, je vous rappelle... C'est l'avenir qui le dira. Non, mais je vous rappelle aussi qu'il y a eu un grand concert de rap avant cette déambulation majestueuse dans la cour du Louvre. Quel est le rapport entre le rap et la grande et même la petite histoire française? Et puis, deuxième détail, auquel je n'accorderai pas trop d'importance, mais quand même, Emmanuel Macron chante la Marseillaise, la main sur le cœur et les yeux fermés. Ce n'est pas la tradition française, c'est la tradition américaine, comme l'a noté aussi Régis Debray. Donc, c'est pas tout à fait De Gaulle non plus. Simplement, voilà, ça se sent. Il y a d'autres choses peut-être plus sérieuses à dire. Il y a plein de choses sérieuses à dire, mais c'est sérieux le symbole en politique. Oui. J'allais même dire le symbole, c'est ce qui rassemble un peu tout le monde. Alors est-ce que cette symbolique-là, elle vous parle à vous, le philosophe Michel Onfray? Moi d'abord j'écris la chronique de tout ça, c'est-à-dire que j'emmagasine beaucoup de choses et je vois beaucoup de choses. Et je constate là que vous avez choisi des images, vous avez prélevé des images. Bien sûr. Et qu'on devrait pouvoir les mettre dans une totalité, dans une série. C'est vrai, il nous faudrait 3 heures d'émission. Non, il suffirait juste de consacrer 3 secondes de moins à l'image que vous avez montrée et 3 secondes de plus à l'image que vous n'avez pas montrée, pour montrer qu'il y avait 2 temps. Dans cet événement. Je parle de la première image. C'est-à-dire on le voit effectivement rentrer dans l'esprit d'un général de Gaulle qui aurait été revu et corrigé par André Malraux, avec un petit peu de Panthéon, c'est-à-dire on arrive, c'est tragique, c'est sacré, et on voit le personnage. Et on nous dit qu'il a choisi le Louvre pour des raisons éminemment symboliques. On oublie de nous dire qu'il avait choisi le Champ de Mars. Et que ça n'a pas été possible parce qu'Anne Hidalgo a refusé. Donc la symbolique n'est pas du tout la même. Il y a des versions qui varient là-dessus, mais enfin bon. Ouais. Alors après, moi j'ai lu qu'effectivement il avait l'avez lu, souhaité... mais il y a des versions qui varient. Apparemment, c'était son choix premier. Alors on a parlé, alors il faudra qu'on m'explique pourquoi il avait choisi le Champ de Mars, qui paraissait pas illogique quand on veut être jupitérien, et pourquoi il n'a pas eu ce Champ de Mars parce qu'Anne Hidalgo, qui ne l'aime pas beaucoup, le lui a refusé, prétextant que je ne sais quel comité olympique ne devrait pas voir une pelouse foulée parce que ce serait pas une bonne image ou une bonne idée. Toujours est-il que Jupiter, qui avait choisi le Champ de Mars, se retrouve dans la cour carrée du Louvre, et c'est un second choix. Donc on ne nous fasse pas le coup, il a choisi la culture, il avait choisi la guerre. Le premier moment qu'on nous montre,
c'est effectivement André Malraux, entre ici Jean Moulin, le Panthéon, etc. L'image que vous ne nous montrez pas, c'est que le en même temps de Macron, il fonctionne aussi là-dessus, parce que en même temps, quand il arrive sur scène, on voit arriver sa femme, ses enfants, la famille, etc. Ça commence comme De Gaulle, ça termine comme Trump. Et on voit effectivement toute la famille, et puis ça continue avec une musique. Alors après, évidemment, il y a la Marseillaise, et Alain Finkielkraut a raison de rappeler qu'il l'a écoutée à la mode américaine, et vous avez coupé que la chose démarre avec l'hymne européen. Et on commence déjà avec cette idée que l'Europe d'abord, la France après. Autre symbole, il monte avec un command-car, mais il descend avec une voiture civile. Donc voilà un personnage qui, effectivement, pour la montre, nous fait savoir qu'il est du côté des militaires, de la puissance jupitérienne, on est toujours dans le jupitérien, mais que pour le coup, il redescend dans une berline à la maison. Donc je pense qu'il faut mettre toutes ces choses-là en perspective pour voir que, et Alain Finkielkraut a raison, c'est de la communication, C'est de la com. mais que le commentaire de la communication que vous faites entre dans un plan de communication où on oublie de dire toutes ces choses-là, toutes les significations qui échappent un peu. C'est-à-dire, vous savez, on s'en vient inviter, par exemple, Michel Bouquet, parce que c'est formidable, Michel Bouquet, le théâtre, etc. Et puis le soir, on découvre qu'à la fiesta, c'est pas Michel Bouquet qui est invité, mais ce sont les frères Bogdanov. Donc si on veut communiquer, il faut donner toutes les images, y compris celles qu'on ne commande pas. Autre image symbolique de ce quinquennat, ce jeune Premier ministre barbu que tous ceux qui ne connaissent pas Le Havre ont découvert la semaine dernière. Je parle évidemment d'Édouard Philippe, proche d'Alain Juppé, d'une droite revendiquée qui s'affirme. Nous travaillerons, disait-il hier, avec tous les progressistes de ce pays. Est-ce que c'est un alibi ou la démonstration que le clivage droite-gauche est effectivement en train d'être remplacé par ce que l'on appellerait le clivage progressiste-conservateur? Alors là, c'est une très grave question, si vous voulez. En effet, la campagne s'est articulée autour de ce clivage, avec l'affirmation d'un progressisme béat et, à mon avis, en porte-à-faux avec les nécessités de l'époque. Tous les records ont été battus. Nous nous rendons compte que nous allons trop loin, trop vite, qu'il faut poser des limites. Nous étions modernes, c'est-à-dire, à la limite, nous répliquions par l'enjambé, disait Victor Hugo, et nous nous retrouverons, si j'ose dire, grecs malgré nous, confrontés au problème de la démesure. Ce qui veut bien dire, et c'est pour ça que Octavio Paz a écrit « Les seuls obscurantistes aujourd'hui sont ceux qui ont la superstition du progrès ». Macron est apparu comme l'incarnation souriante de cet obscurantisme. Mais je dois dire que son gouvernement n'est pas aussi progressiste au sens que j'ai formulé que cela, ce qui est une plutôt bonne nouvelle. Nicolas Hulot a dit lors de la passation de pouvoir, il a rappelé une phrase de Camus, notre auteur, parce que nous avons des différends, nous avons des choses en commun. Eh bien, une phrase très célèbre du discours du Nobel 1957. Il l'a cité très approximativement, Nicolas Hulot. C'est une phrase c'est la phrase où Camus dit « Toutes les générations se croient vouées à refaire le monde. La nôtre sait qu'elle ne le fera pas, mais sa tâche est plus grande, empêcher que le monde ne se défasse. » Ça, c'est un très grand programme conservateur. Pour vous, c'est le macronisme alors? Non, ce n'est pas le macronisme. C'est un grand programme conservateur, non pas bien sûr au sens de l'immobilisme, du maintien des privilèges ou de l'ordre établi, mais de préserver ce qui a besoin d'être préservé pour que le monde demeure habitable. Le macronisme vient plutôt la fluidité, la mobilité que l'habitabilité. Simplement, son gouvernement n'est pas totalement à son image. De même, le ministre de l'Éducation veut-il réintroduire la culture dans l'éducation, alors même qu'elle en avait été expulsée, notamment par la ministre précédente. En tout cas, la grimace de Najat Vallaud-Belkacem, quand elle a appris le nom de son successeur, est le plus bel hommage qui pouvait être rendu à celui-ci. Et le directeur de cabinet de Jean-Michel Blanquer, Christophe Querero, a eu des phrases extrêmement belles sur la nécessité justement de renouer avec l'humanisme qui constitue l'école, et il dit
Une mesure simple mais nécessaire doit consister à revenir aux grands textes patrimoniaux dès le plus jeune âge. Et pourquoi ne pas exiger d'apprendre une fable de La Fontaine par semaine dès le plus jeune âge? Y a-t-il meilleur enseignement? Eh ben, je trouve que tout cela rompt avec l'idéologie macroniste, du progressisme, oui. Une entorse à son progressisme béat, et je prends ça plutôt comme une bonne nouvelle. Michel Onfray, votre réaction par rapport à ce nouveau clivage, oui ou non, et à ce que vient de dire ensuite Alain Finkielkraut? Mais il n'y a pas de nouveau clivage. C'est une vieille chose, monsieur Macron. Macron, c'était Hollande, Hollande, c'était Sarko, Sarko, c'était Chirac, Chirac, c'était Mitterrand depuis 1983. C'est-à-dire que pendant très longtemps au Front National, on a parlé de l'UMPS et les gens poussaient des cris d'orfraie en face en disant que c'était n'importe quoi, etc. L'UMPS, on le voit là. On voit effectivement que dans l'ancienne UMP, les Républicains, et puis chez les anciens socialistes, finalement, il y a une aile gauche chez les Républicains et une aile droite chez les socialistes qui pensent exactement la même chose sur tous les sujets. Non, mais il y a aussi une aile droite chez les Républicains et une aile gauche chez les socialistes qui ne pensent pas du tout la même chose. Oui, justement. Mais là, pour le coup, on voit que les libéraux qui nous gouvernent depuis 1983, ceux qui pensent effectivement que l'argent doit faire la loi, y compris à l'école, y compris dans les hôpitaux, y compris dans les casernes, y compris dans la police, tous ces gens-là pensent exactement la même chose. Ils font semblant. Pour vous, le niveau clivage, alors, c'est libéral, pas libéral, quoi, c'est ça? Oui, absolument. Oui, il y a la question de la souveraineté, il y a la question de l'identité, il y a la question du libéralisme qui devrait faire la loi, c'est-à-dire l'argent ou les marchés. Et je pense que là, d'un seul coup, on donne l'impression il est neuf, il est jeune, ça change tout, ça bouleverse, etc. Pas du tout. On est toujours dans cette idée que l'euro, l'Europe, le marché, l'argent, tout ça doit faire la loi, et que finalement, une fois à droite, une fois à gauche, on devrait pouvoir s'entendre pour gouverner finalement au centre. C'est ça qui est intéressant, de voir que enfin, on nous laisse croire qu'on a le choix entre un monde et un autre monde, alors qu'en fait, on a le choix entre un monde et un monde, c'est le même, et des visages différents qui s'opposent. Là, pour le coup, ça va clarifier effectivement des choses, parce qu'à droite, il va falloir qu'il soit de droite, et puis à gauche, il va falloir qu'il soit de gauche. Et il y aura à ce moment-là des alliances possibles et nouvelles. On verra bien. Quant à ce que dit Alain Finkielkraut, moi, je souscris aussi absolument. Pour avoir fait un tweet qui, un jour, disait « Mais si à l'école, on apprenait à lire, à écrire, à compter et à penser », je me suis fait insulter dans Libération et Le Monde, où on estimait que, ça y est, j'avais franchi le cap, que j'étais devenu un fasciste, un réactionnaire, un conservateur, etc. Alors que, effectivement, c'est ce qu'il faut faire. Que ce nouveau ministre ait cette feuille de route, ça me convient absolument. Alors c'est intéressant, en effet, parce que cette feuille de route est assez inattendue. Elle est en rupture avec les réformes précédentes, notamment la dernière où il n'était plus question de culture, plus du tout. Notamment, on parlait dans l'enseignement du français, on ne parlait absolument pas de littérature, mais justement, les critiques commencent déjà à fuser, notamment dans le Monde, un sociologue et même un hyper-sociologue, Monsieur Merle, dit que la réduction de la diversité de l'offre scolaire est une bonne chose, précisément parce qu'elle permet de lutter contre les discriminations, contre les inégalités. Donc il s'inquiète de voir revenir les classes bilingues, l'option latin, etc. Il y a des gens dans une pseudo-gauche qui pense qu'éduquer, c'est égaliser et qui plaide pour le nivellement par le bas. Et je pense que c'est une pseudo-gauche parce que l'honneur de la gauche, ça a été d'offrir justement à tous ce que Malraux appelait l'héritage de la noblesse du monde. Si on revient vers cet objectif, cette idée-là de l'école, c'est bon signe. Mais moi, je vois aussi dans ce gouvernement une assez mauvaise nouvelle qui a à voir avec le macronisme originel. C'est la nomination de Marlène Schiappa secrétaire d'État à l'égalité homme-femme. Voilà, parce que celle-ci a chauffé les salles pour Emmanuel Macron. Elle est son côté, si je veux dire, Terra Nova, c'est-à-dire justement l'alliance des minorités, des jeunes urbains, etc., contre ce que vous appelez le peuple old school. Elle a condamné les propos de Manuel Valls en disant que jamais on ne pourrait parler, il n'y avait pas d'antisémitisme dans les quartiers populaires, dans les banlieues. J'ai entendu un réquisitoire logoréique qu'elle faisait contre la religion catholique et accessoirement la religion juive pour leur sexisme, leur misogynie, oubliant la phrase du Christ, si vous voulez, refusant de lapider la femme adultère et négligeant complètement la question de l'islam. Et elle condamne comme islamophobe l'interdiction du voile à l'école. Et étant donné... Elle est revenue sur ces propos-là. Étant donné les problèmes de civilisation
auxquels nous sommes confrontés, je suis très inquiet, parce que moi j'aurais préféré voir nommer au gouvernement Malek Bouti. Or non seulement il n'y est pas, il n'y a d'ailleurs jamais été, alors qu'il a une position très courageuse en matière d'intégration, et il est emblématique. Non seulement il n'y est pas, mais il n'a pas reçu l'investiture d'En Marche, et il a même un candidat contre lui. Et Valls a été humilié. Donc vous parliez de grande tradition, il y a une grande tradition républicaine et laïque qui devrait être, si vous voulez, défendue avec intransigeance, étant donné les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et là, j'ai peur que le macronisme ne soit pas tout à fait à la hauteur de la situation. Michel Onfray, vous partagez cette inquiétude ? Oui, bien sûr, parce que ça aussi c'est Macron, c'est-à-dire on trouve de tout chez Macron, c'est le propre de Macron, c'est-à-dire une chose et son contraire. On a théorisé un peu le fameux « en même temps », mais de fait, je suis d'accord avec ce que vous dites sur ces questions-là, il y a effectivement de fer au feu dans cette aventure. On verra bien ce que le temps donnera, parce qu'après tout, il y a un gouvernement, il doit agir, mais on sait très bien que le président préside, que le gouvernement gouverne, et qu'un ministre ne prend pas d'initiative personnelle. Il est là juste pour servir le projet d'Emmanuel Macron. On verra ce que l'homme devenu président de la République fera de ces tensions-là et comment il est susceptible de les résoudre en faveur de l'un ou en faveur de l'autre. En fait, vous avez raison, cette tension est problématique. On reviendra sur les tensions communautaires dans un instant avec le thème de la laïcité, mais un mot sur la dimension société civile de ce gouvernement. La moitié des membres de ce gouvernement sont issus de la société civile. Vous avez parlé de Nicolas Hulot, il n'y a pas que lui, c'est vrai qu'il en est le symbole le plus évident. C'est quoi ? C'est du gadget pour vous ou c'est une façon vraiment de régénérer la politique ? Ça vous tient à cœur, ça, régénérer la politique ? Oui, mais on ne la régénère pas avec des gens qui font de la politique depuis longtemps, avec des cabinets qui sont dirigés par des gens qui font de la politique depuis longtemps, avec des bureaucrates qui font profession. Mais il faut bien qu'il y ait une machine pour faire tourner la machine. Oui, mais ça pourrait être une autre machine, ça pourrait être autogestionnaire, ça pourrait être provincial, ça pourrait repartir à partir de la base, ça pourrait repartir avec les communes et un communalisme libertaire. On pourrait tout à fait vraiment changer de logiciel. Je pense que quand Emmanuel Macron choisit un Premier ministre qui a fait une grande partie de sa carrière privée du côté d'Areva, qui a eu une position au Niger qui était bien connue, qui était en faveur effectivement du lobby nucléaire français sur place, qui a rendu un certain nombre de populations nomades, un certain nombre de Touaregs extrêmement pauvres, puisqu'on les a contraints d'une certaine manière à retrouver le Daesh local. Je veux dire, cet homme qui a fait carrière dans le nucléaire, il n'est pas très exactement en phase avec Nicolas Hulot, qui dit très exactement le contraire. Donc il y en a un des deux qui va mourir, mais je ne suis pas bien, politiquement, entendons-nous bien, mais je ne suis pas bien sûr que ce soit Nicolas Hulot, parce qu'il est généreux, idéaliste, qu'il a une vraie carrière engagée dans le mouvement écologiste, qu'il est aussi un homme droit, intègre, et qu'il a en face de lui quelqu'un qui, je le rappelle, le Premier ministre a été socialiste, il a été rocardien, on le retrouve ici, là, donc je pense effectivement que le lobby nucléaire s'en sortira sûrement mieux que les écologistes. Vous voulez réagir ? Là, j'ai un tout petit désaccord. Je ne suis pas sûr que l'urgence écologique aujourd'hui passe par l'abandon du nucléaire. J'ai une autre inquiétude vis-à-vis d'Édouard Philippe. C'est des révélations que j'ai lues dans un article tout récent de Caroline Fourest. Il dit qu'il s'est montré très conciliant envers la clientèle communautariste au Havre, ville dont il était maire. Sa mairie, dit-elle, a jeté 8500 mousses au chocolat des cantines parce qu'elles contenaient de la gélatine de porc et prêtaient une salle municipale à l'association haineuse du rappeur Médine. Et je vous conseille d'écouter la chanson de Médine, Don't Like. Cela dit, là, quand même, là aussi, j'ai un autre petit désaccord avec Michel Onfray. Emmanuel Macron s'est imposé des contraintes, à mes yeux, absurdes, mais très réclamées, en tout cas par les médias. La parité, ce qui est assez humiliant pour les femmes, parce qu'on a l'impression qu'elles ne sont pas choisies en fonction de leurs compétences. Et puis, une moitié politique, une moitié société civile. Et il s'est plutôt bien tiré de ces contraintes. C'est-à-dire que les personnalités de la société civile, il ne les a pas choisies pour faire tape à l'œil. Il a pris des gens très, si vous voulez, très habités, des personnalités très habitées par ce qu'elles ont à faire. Je donnerai 2 exemples. Agnès Buzyn, qui a une très grande carrière dans la médecine et qui veut revenir sur le tiers payant. Le tiers payant, c'est terrible parce que ça achève de
prolétariser les médecins, les transformer en prestateurs de services gratuits. Donc, elle veut rendre un peu de sa dignité perdue au grand métier de médecin. Ça me paraît très important. Et Françoise Nyssen, éditrice, ce qui remettra le livre au cœur de la culture, ce qui est pas mal non plus. Je me doutais bien qu'avec Actes Sud et Françoise Nyssen, vous seriez d'accord, donc je ne comptais même pas vous poser la question. Emmanuel Macron semble quand même vous mettre plutôt d'accord. C'est peut-être la première information de cette première partie de décryptage. On a d'autres questions et on va revenir sur ce que vous disiez. Ces questions d'identité, de communautarisme, qui seraient peut-être l'angle mort de ce que vous avez appelé le macronisme. On y revient juste après la pause. À tout de suite. Les vents de l'histoire sont-ils en train de balayer notre monde ancien? C'est notre décryptage ce soir avec un débat inédit entre les philosophes Michel Onfray et Alain Finkielkraut. On continue. Vous parliez juste avant la pause de ces questions de laïcité. Sur cette question-là, justement, le ministre de l'Intérieur s'est exprimé dès sa passation de pouvoir. Un proche parmi les proches d'Emmanuel Macron, Gérard Collomb, écoutez ce qu'il disait. Cette loi est une loi de liberté. Liberté de croire ou de ne pas croire, liberté pour celles et ceux qui croient de pratiquer librement leur religion, sous une condition, c'est qu'elles ne viennent pas faire obstacle aux lois de la République. Et il ajoute d'où qu'elles viennent. Ça ne vous rassure pas, ça, toute la loi de 1905, rien que la loi de 1905 ? Bien sûr, moi je ne demande pas plus, mais je crois que la question de la laïcité doit être abordée de manière plus large. Nous sommes confrontés, je le disais tout à l'heure, à un véritable défi de civilisation. Et de cela, ni les politiques, ni les intellectuels, ou un grand nombre d'entre eux, ni les journalistes ne veulent prendre conscience parce que ce serait, pense-t-il, faire le jeu du Front National. Donc ce sont des termes qu'on n'aborde pas et la France vit sous l'emprise d'un véritable déni de réalité. Je ne sais pas si ça vous a frappé, vous qui quand même êtes journaliste, Olivier Galzi, les 2 grands livres sur notre situation, sur l'état de la laïcité, entre autres, dans notre pays, n'ont pas été écrits par des journalistes, mais par des professeurs, des assistantes sociales, des médecins, des policiers, réunis sous la direction de Georges Bensoussan. Le premier, c'était Les territoires perdus de la République. Le second vient de paraître sous le titre « Une France soumise ». Pourquoi ce ne sont pas les professionnels de l'information qui ont donné cette information, sinon précisément parce qu'il y a il règne la peur de stigmatiser une jeunesse en déshérence. Alors, tout d'un coup, on ne parle pas justement de ce qui se passe, de la difficulté d'enseigner la Shoah dans certains lycées, la francophobie qui peut y sévir, le refus d'un certain nombre de cours, autant d'ailleurs d'atteinte à la laïcité. C'est qu'un jour de quinquennat, ils ne sont pas de nature à vous rassurer sur cette question-là. Je dis simplement que Emmanuel Macron, pendant sa campagne, a voulu séduire les territoires perdus de la République. Même sa référence aux crimes contre l'humanité en Algérie, c'était une manière de leur dire à eux qu'ils avaient raison d'éprouver les griefs qu'ils éprouvaient envers la France. Je voudrais maintenant qu'il est au pouvoir, qu'il est président de la République, qu'il se donne pour tâche non plus de les séduire, mais vraiment de les reconquérir. Michel Onfray. Oui, bon, on ne peut être que d'accord avec ce que dit Gérard Collomb. De toute façon, un ministre de l'Intérieur ne peut pas dire autre chose. Oui, mais là, la Finkielkraut va plus loin. C'est-à-dire qu'il dit derrière le mot, derrière la phrase, derrière la loi qui protège, j'allais dire, les discours, dans les faits, il y a des ruptures aujourd'hui dans la société, il y a peut-être des fractures dans la société qui ne seront pas ou qui n'ont pas été traitées, en tout cas jusqu'à maintenant. Enfin, Alain Finkielkraut a bien dit, et je suis d'accord avec lui là-dessus aussi, mais sur ce qui s'est dit en Algérie, à savoir il y a un génocide et la France est responsable et coupable de ce génocide, dans cette idée qu'il n'y aurait pas une culture française, mais d'une certaine manière une culture en France ou des cultures en France, etc. Il a fait savoir récemment qu'il avait lu le livre dirigé par ce professeur du Collège de France qui nous fait savoir que la France n'est rien du tout, mais qu'elle n'existe comme une espèce de résultante de l'étranger qui l'a rendu possible, en nous disant que c'est un grand livre et que ça l'avait beaucoup inspiré. Donc effectivement,
effectivement, si on met tout ça bout à bout, on a effectivement affaire à quelqu'un qui est un libéral au grand sens du terme, c'est-à-dire pas de France, pas d'identité, pas de nation, un grand marché, des frontières ouvertes où les gens passent, vont, viennent, circulent, consomment, et puis voilà, la France est un lieu de passage, est un territoire de passage, ce que Houellebecq appelait un hôtel d'une certaine manière, quoi. Les gens viennent à l'hôtel, etc. Donc pour l'instant, ce qui a été dit, ce qui a été montré, c'est qu'effectivement, on était sur cette vision des choses, une vision qui met de côté tout ce qui est l'État, tout ce qui est la République, tout ce qui est la laïcité, et qui nous dit mais laissez faire, laissez passer, laissez circuler les gens, l'argent, les idées, tout ça va finalement produire un effet d'équilibre par soi-même. Et de fait, les problèmes de civilisation n'ont pas été posés, les problèmes d'identité n'ont pas été posés, et les effets d'annonce d'un ministre, il est bien évident qu'il ne peut pas dire autre chose. Son discours, qui est de dire déjà faisons repartir l'économie, baissons les tensions économiques et les tensions identitaires, elles baisseront d'office. D'où d'ailleurs la première loi sur la loi travail et pas une loi sur la laïcité. Je ne crois pas que les problèmes culturels soient solubles dans l'économie ni dans la question sociale. Il est temps de s'en apercevoir. L'assassin du prêtre de l'église de Saint-Étienne de Rouvray était très bien intégré. Je crois que sa sœur était chirurgienne, l'un de ses frères informaticien. Donc tout cela, ce n'est pas vrai. Et là, sur ce point, je pense que Michel Onfray a raison. Il faut quand même se souvenir que Emmanuel Macron a fait son apparition, si vous voulez, dans l'espace politique avec la commission Attali pour libérer la croissance française. Il était le rapporteur adjoint de cette commission. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on peut se dire quelle est la mission de la politique. C'est de tout faire pour rendre le monde habitable ou mieux habitable. Son critère, c'est l'habitabilité. Et là, on se dit, il y a des progrès à faire et des choses à conserver. C'est là que les mots de progrès et de conservation ont du sens, mais à l'intérieur de cet objectif, si vous voulez. Enfin, avec cet objectif comme horizon ultime. Or, cette commission, c'était pas du tout l'habitabilité, son principe ou son critère, c'était en effet la fluidité. Toujours plus de mobilité, toujours plus d'immigration, comme si en effet il n'y avait pas de civilisation, mais seulement des producteurs et des consommateurs. Or non, c'est faux, ça ne fonctionne pas comme ça, et il est heureux que ça ne fonctionne pas comme ça. Et effectivement, l'une des charges d'un président de la République française, c'est de maintenir en vie la civilisation française et de prendre les mesures nécessaires dans ce sens. J'ajouterai un tout petit mot. Il y a eu un événement considérable auquel d'ailleurs ces jours derniers, et Malek Bouti a insisté dessus, c'est ce qu'on a découvert de la situation dans le quartier de la Chapelle à Paris. Les femmes y sont harcelées, les femmes y sont insultées et elles peuvent pas s'asseoir dans les cafés. Et c'est un quartier où il y a beaucoup de migrants. Donc la preuve est faite qu'on ne peut pas traiter la question migratoire exclusivement en termes économiques ou en termes d'ouverture à l'autre. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut répondre autrement et arrêter de succomber à ce chantage qui consiste à dire que si on répond autrement, on fait le jeu du Front National. Si vous voulez, on ne peut pas être condamné à cette alternative entre économisme éperdu et fascisme. Donc, il faut sortir de cette alternative pour essayer de réfléchir à ce qui se passe et d'y répondre dans les termes qui conviennent. J'avance un peu, j'aimerais bien continuer avec vous, mais il y a beaucoup d'autres questions qui se posent et le temps va nous manquer. En tout cas, ce nouveau monde politique, pour le coup, il fait trembler les partis anciens, ça tout le monde a pu s'en apercevoir, à droite comme à gauche d'ailleurs, hein. Même si le patron du Parti socialiste aujourd'hui a annoncé qu'il faudrait probablement tout changer après les législatives. Écoutez. Tous les courants progressistes aujourd'hui sont partagés dans la difficulté face à la montée du nationalisme. Il faut analyser ça en profondeur, voir les problèmes français, ce qui s'est passé pendant ce quinquennat, mais en même temps comprendre qu'il y a peut-être une reformulation du progressisme à inventer. Est-ce que cette reformulation pourrait passer par un changement de nom du Parti socialiste ? Ce n'est pas impossible, on le décidera. Plus de parti socialiste en France, potentiellement après les législatives, c'est quelque chose qui vous inspire quoi ? Le nom, j'entends, hein.
Le Parti socialiste n'est plus socialiste depuis 1983. Je trouve étonnant qu'il ait fallu une trentaine d'années pour que les socialistes en aperçoivent et qu'après avoir été les fossoyeurs de l'idée, ils se croient obligés aujourd'hui d'être le fossoyeur du mot, comme si ça devait finalement faire une information. C'est pas une information pour moi. Le jour où effectivement les socialistes nous ont fait savoir qu'il fallait brader la souveraineté, faire savoir que le peuple n'existait plus, etc. Enfin, on connaît toute l'histoire du Parti socialiste depuis un quart de siècle. Le Maastricht, l'Europe maastrichtienne, l'euro, l'argent, etc. Le Parti socialiste, c'est ça depuis des années. Depuis que, en 83, Mitterrand s'est converti au libéralisme parce qu'il savait que c'était la seule façon pour lui, éventuellement, de pouvoir conserver le pouvoir. Donc, le Parti socialiste, il est mort en 83. Et les funérailles sont faites 30 ans après. Donc, ça ne fait pas une information pour moi. Le Parti socialiste étant mort en tant que socialiste, il est aujourd'hui au pouvoir encore, puisque les idées du Parti socialiste de 1983, ce sont très exactement celles de Macron, qui étaient celles de Hollande. Donc, je ne suis pas surpris par tout ça. C'est pas une grande affaire, le changement de nom. En tout cas, pour l'instant, c'est un effet du macronisme, cette disparition politique, j'allais dire, du Parti socialiste tel qu'on la connaît. Là, j'aurais quand même une question à poser à Michel Onfray. Peut-on dire que nous vivons à l'ère du libéralisme, voire de l'ultra-libéralisme? J'ai lu, par exemple, le livre d'Henri Weber, un membre du Parti socialiste, éloge du compromis, mais il y a quand même des chiffres qui m'ont frappé. La dépense publique en France, c'est 57% du produit intérieur brut. Ça bat tous les records de l'OCDE. La France est le pays de la MU, de la CME, du RSA, etc. Plus de la moitié, donc, de la richesse publique dans notre pays est prélevée et redistribuée. Et il ajoute, les transferts sociaux constituent 35% des revenus des ménages pauvres. Donc voilà, j'ai du mal à penser que c'est de l'ultralibéralisme. J'ai du mal à croire aussi qu'une réforme du code du travail nous plongerait nous ferait régresser à un stade absolument terrible. La première réforme, celle qui a suscité tant de haine, a été quand même soutenue par la CFDT, et un peu justement de flexibilité du marché du travail, ça peut en effet aider à l'emploi, parce que des entrepreneurs, des architectes, des avocats, s'ils ne peuvent absolument pas licencier, hésitent énormément avant d'engager quelqu'un. Vous êtes dans la caricature, pour résumer. Non, je pose une question. Alors, point d'interrogation. Êtes-vous dans la caricature ? L'hyperlibéralisme pour la situation, pour caractériser la situation politique de la France. Alors vous qui avez le sens des mots, il ne vous aura pas échappé que j'ai pas utilisé le mot ultralibéralisme. Non, vous avez raison. Hyperlibéralisme. Vous avez raison. Le mot libéralisme. À quoi vous avez raison ? Il faut quand même préciser que le libéralisme est paradoxalement dans une configuration étonnante, qui est celle de ce que j'appelle l'État maastrichtien. Parce que paradoxalement, le libéralisme, si c'était effectivement le retrait de l'État, l'éloge de la liberté individuelle, de l'initiative, de l'esprit d'initiative, etc., j'aurais pas grand-chose à dire. Le libertaire que je suis, pas le libertaire 68 ans, etc., mais je veux dire, celui qui aime la liberté, qui pense que la liberté, ça se construit et ça doit se défendre, n'aurait pas grand-chose à dire à ça. Je pense simplement qu'on est dans une configuration particulière, c'est-à-dire que le libéralisme, on nous a dit, ça marche tout seul. Il y a une espèce d'homéostasie, il y a la main invisible, laissez faire, et vous allez voir, il y a un équilibre qui va s'instaurer naturellement. Et ça ne marche pas. Donc il y a l'État derrière qui impose le libéralisme, et c'est là qu'est le paradoxe, et c'est là que vous avez raison de donner ces chiffres, parce que le libéralisme, qui est l'éloge de la liberté, est devenu la tyrannie d'un État, qui est l'État maastrichtien, qui nous dit qu'il faut la liberté. Donc il y a un grand paradoxe, et je parle du libéralisme, de l'État maastrichtien, qui nous est imposé par Bruxelles, par toute la bureaucratie qui fonctionne autour de cette aventure, et on est très loin de la liberté libérale, qui serait une liberté qui m'intéresserait. La liberté libertaire de Proudhon, par exemple, et la liberté libérale sont des libertés qui peuvent se retrouver. Mais la liberté imposée, avec effectivement ces prélèvements obligatoires, avec cette dictature dans les petites choses, dans les marchés de campagne, on n'a pas le droit de vendre son lapin parce qu'il faut absolument des normes européennes sur le fait que ceci, etc. On appelle ça la liberté. Et on impose cette liberté. Donc il y a un paradoxe. Une liberté libérale qui se trouve imposée par un État bureaucratique, c'est le paradoxe. Mais c'est le paradoxe dans lequel nous vivons. Et les prélèvements obligatoires, on peut dire que ça relève de la solidarité quand même. Donc, la solidarité, malgré tout, est active. Quant à la question de la liberté, je crois que nous sommes aussi amenés
à ne plus considérer l'individu simplement comme un titulaire de droit, c'est l'obligation écologique, mais au sens très large, mais comme un obligé du monde, et éventuellement comme le gardien des paysages, le gardien de la langue. Donc il faut aussi ne pas se polariser, ne pas donner trop de crédit, ne pas faire de la liberté la valeur suprême. Il peut y avoir d'autres principes actifs dans notre vie individuelle et collective. Un mot, une dernière image sur l'un de ceux qui aimeraient compter dans cette recomposition politique en cours, Jean-Luc Mélenchon et sa France insoumise. Il est le nom de quoi, selon vous, Michel Onfray ? De Robespierre, c'est ça qui est un peu gênant, c'est-à-dire qu'il a beaucoup de talent, beaucoup de culture, beaucoup d'intelligence, beaucoup de rouerie, il est doué, dans un monde de la parole, de la langue, du langage et de la rhétorique, tout ça fait des effets formidables, mais il y a quand même un long trajet chez Jean-Luc Mélenchon qui fait que son éloge de Robespierre, des Jacobins, cette idée que la terreur serait indispensable, son goût pour un certain nombre de figures autoritaires sur la planète, Chavez, Castro, etc., tout ça fait que c'est quand même un peu gênant. Il y a beaucoup de communication, on l'a vu nous expliquer qu'il était devenu écologiste parce que les communistes n'étaient plus les gens avec lesquels il avait l'intention de s'associer. Il nous faisait des recettes de quinoa végétarienne avec des crevettes. La crevette étant un légume comme les autres, comme chacun le sait. Et effectivement, il y a eu beaucoup de communication. Ça a très bien marché, cette communication. Et plein de gens se sont dit, finalement, c'est une espèce d'homme providentiel. Il parle bien le langage de gauche, comme disait Mitterrand. Il le parle bien. Mais il y a quand même, chez ce personnage, une importance donnée à sa propre personne qui a montré que le soir des élections, il a commencé à contester le résultat et qui nous explique aujourd'hui toujours que finalement il aurait très bien pu gagner parce qu'il n'était pas si loin que ça. Sauf que 600 000 voix, c'est 600 000 voix. Quand on est quatrième, on n'est pas second. Alain Finkielkraut, de quoi est-il le nom ? Oui, justement, il y a quelque chose qui me gêne, si vous voulez, dans cette France insoumise. Sur Mélenchon, Michel Onfray a dit, me semble-t-il, des choses sur lesquelles avec lesquelles je suis globalement d'accord. Mais la France insoumise, c'est une France violente et même haineuse. Moi, j'ai cru longtemps que l'histoire de Nuit debout, c'était rien. Il vous avait malmené quand vous aviez essayé d'aller leur parler. Je voudrais dire ici que Michel Onfray m'a défendu, nous nous connaissons très peu, dans un article du Point qui m'a énormément touché. C'est pour ça que vous êtes d'accord ce soir ? Non, parce que justement, j'aurais une petite question à lui poser. Beaucoup s'attendaient à ce que vous ayez des points de vue qui se confrontent et il semble que le macronisme vous rapproche. Non, j'aurais une objection précisément à lui faire, mais je voulais à lui le dire publiquement. C'était vraiment un texte très beau et pour moi très émouvant. Bon, mais justement, Nuit debout, c'était une manière de vouloir en finir, place de la République, avec l'esprit du 11 janvier. Le 11 janvier, c'est je suis la police, je suis la République, je suis juif. Là, c'est abat la police c'est l'ennemi, tout le monde déteste la police, c'était les violences anti-policières, et c'est le remplacement justement de cette communauté cette communauté affective qui s'était constituée par l'idée de la guerre de classe. Mélenchon dit, ce gouvernement fait la guerre aux pauvres. Et c'est pour cela aussi que j'ai rappelé un certain nombre de chiffres. Mais là, justement, c'est la haine en politique. Mais alors, j'ai un tout petit reproche. On défend la police, défend l'armée. C'est pas exactement Nuit Oui, debout. c'est vrai. Non, c'est vrai, mais en même temps, il flirte beaucoup avec cette France insoumise-là. Et là, j'aurais un tout petit reproche à vous faire. Parce que nous, il faut essayer d'arracher la vie politique à la haine. Et vous avez dit... vous avez donné les raisons pour lesquelles, Michel Onfray, vous vous absteniez au second tour. Moi, j'ai dit que j'allais voter Macron en traînant les pieds, je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. J'ai cru comprendre. Ah non, le Nouvel Observateur fait savoir que j'aurais dit que... Moi, j'ai dit que je ne voterai pas ni au premier ni au deuxième tour. Ah d'accord. Je ne suis pas de ceux qui ont dit, mais ça, c'est ce qu'on laisse courir comme bruit. Non.
Mais si, encore récemment, oui. le Nouvel Observateur interrogeant Régis Debray disait, comme Emmanuel Todd et Michel Onfray, qui ont invité à ne pas voter Macron. Moi, je n'ai pas invité à ne pas voter Macron. Mais alors, j'ai invité à ne pas voter à une élection dont je disais, nous aurons comme président de la République élu quelqu'un qui défendra l'euro, l'Europe, le marché, etc. Et je ne me déplace pas quand le résultat est connu. Je demande à ce qu'on me juge sur. D'accord. Non, sur c'est pas ça. Michel Onfray. Avec ça, de toute façon, avec ça, je n'avais aucun problème. Mais je me suis trompé, je me suis laissé tromper. Simplement, vous avez eu des mots très durs. Vous avez eu des mots très durs sur Minc, Pierre Berger, Attali et Cohn-Bendit. Des mots personnels. Non, et je ne veux pas les reproduire, mais je trouve que c'est dommage parce que ça aurait été beaucoup plus intéressant de mettre l'accent. Non, mais ça, vous savez, j'ai fait un long papier. On a retenu dans ce papier ce passage, mais je veux bien reprendre les noms de chacun quand je dis d'un tel qu'il est plagiaire, quand je ne vais pas reprendre tout ça. Mais enfin, je veux dire, tout ça est vérifiable. D'ailleurs, personne ne rapporte plainte. Ce qui aurait été beaucoup plus intéressant. Non, mais ça a tourné parce que ça fait le buzz sur Internet. Et plutôt que de lire mon analyse qui était assez longue et il y avait cette chose, il bien évidemment. Il parle de la violence des mots, je crois. Pardon ? Et de la violence en politique. Oui, la violence des mots. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'il aurait été très intéressant quand quelqu'un est un de mettre plagiaire, l'accent. Il a perdu un procès au tribunal Oui, parce qu'il sur a. Cohn-Bendit, vous avez dit un peu autre chose, mais justement, ça aurait été. Chose qu'il a dite lui très précisément dans le Grand Bazar et qu'il a fait savoir par la suite, c'est publié, c'est vérifiable, etc. Mais vous savez très bien quelle signification. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'il est beaucoup plus intéressant de voir converger autour de Macron le libéralisme économique et le libéralisme culturel, parce que ça, c'est l'analyse de Jean-Claude Michéa, c'est le capitalisme à son stade avancé, et on n'a pas besoin de ces disqualifications personnelles. 20 000 signes, on a sorti 6 lignes et on n'a parlé que de ça, et évidemment pas du reste, Merci. qui était une analyse. Merci à vous en tout cas. Juste vraiment un tout petit mot, mais très rapide de conclusion, 15 secondes chacun si c'est possible. On n'entend pas beaucoup d'espoir dans ce que vous dites. Or, on avait le sentiment que cette élection, pour les électeurs, c'est une élection de l'espoir. On a choisi l'espoir plutôt que la guerre civile ou le désespoir, ont dit certains. Pas une lueur d'espoir dans vos esprits de penseurs libres, messieurs ? Moi, si j'ai dit que je n'irais pas voter ni au premier ni au deuxième tour et très en amont et pas seulement pour le second tour, c'est justement parce que j'ai fait savoir que c'était plié. J'ai dit simplement, nous n'avons plus aujourd'hui les moyens de changer de société, nous n'avons plus les moyens de changer de politique, on a juste le loisir de changer de tête, mais finalement la politique, on la conserve. Alors moi, je ne dirais pas cela, si vous voulez. J'ai été surpris en bien par la composition de ce gouvernement, donc tout n'est pas perdu. Vous ne regrettez pas votre vote ? Mais non, je ne renie pas mon vote, mais le risque de désintégration nationale, sinon de guerre civile, existe, et j'espère que Emmanuel Macron en prendra conscience et qu'il saura y réagir autrement simplement que par l'éloge du progressisme et une vision purement économique du monde. Merci à vous en tout cas messieurs d'avoir accepté de venir débattre sur ce plateau dans les conditions en direct et dans les règles donc, qui sont les nôtres, qui sont aussi celles de l'horloge. J'en suis absolument désolé. En tout cas, je pense qu'on a pu dire beaucoup de choses ce soir. On se retrouve juste après la pause pour le duel. À tout de suite.